Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode d'Eleven Insiders. Et on se trouve dans un endroit un petit peu spécial aujourd'hui. On n'est pas dans un club, mais au siège de l'Union belge avec notre invité du jour, Bertrand Layec, qui est donc le directeur des arbitres belges. Merci de nous accueillir chez vous, Bertrand. Un grand merci d'être là. C'est un plaisir de vous accueillir dans la maison du football belge. C'est ça, dans ce magnifique bureau, n'est-ce pas, Jérémy? On est bien, très bien. On a sorti les cartons jaunes, les cartons rouges, les cartons verts aussi pour l'occasion. On est ravis de pouvoir s'entretenir aussi avec les acteurs, peut-être aussi principaux, après les joueurs du. C'est vrai que c'est un épisode qu'on attendait vraiment depuis quelques temps. Donc on a hâte de faire un peu la lumière sur différents sujets. Et d'ailleurs, Bertrand, pour ceux qui vous connaissent moins, comment on pourrait vous présenter votre parcours, peut-être nous expliquer un petit peu ce qu'il en est? J'ai un parcours très très banal, j'ai envie de dire. J'ai démarré l'arbitrage, j'avais 15-16 ans en France, donc ça fait déjà très très longtemps. Comme ça, vous pouvez un peu deviner mon âge. Ensuite, j'ai gravi les échelons comme un joueur peut les gravir, naturellement, de district à la ligue, à la fédération. Et puis j'ai été nommé arbitre international en 2000. Et puis j'ai fait une carrière internationale très modeste et puis qui me permet aujourd'hui, après avoir arrêté ma carrière au bout d'un certain nombre d'années, d'avoir en 2009 saisi l'occasion de rentrer à la Fédération française de football et d'avoir la responsabilité de l'arbitrage professionnel pendant 10 ans. Et puis après ces 10 ans, j'avais fait le tour du propriétaire, comme on dit, et puis j'ai souhaité arrêter. Et puis quelques mois après, c'est tout à fait le hasard, la Fédération belge m'a contacté. Et puis j'ai trouvé le challenge très excitant, notamment à la période dans laquelle que vous viviez, vous, en Belgique. Le Footgate, ouais. Voilà. Alors, je ne connais pas l'histoire totale, mais voilà, c'est une situation très particulière et j'ai rencontré des arbitres sincèrement un peu en difficulté sur le plan moral, sur le plan mental et depuis 4 ans et demi maintenant, je vis une fabuleuse aventure avec un groupe d'arbitres super motivés, qui me donne une pêche tous les jours. On s'investit beaucoup auprès d'eux, on essaie de leur donner le maximum de ce qu'on peut leur donner, notre expérience, notre vécu. Et moi, je suis très fier de ce qu'on fait, sincèrement, par rapport à l'état dans lequel j'ai pu trouver le groupe il y a 4 ans et demi. Vous dites que vous avez commencé à 15-16 ans. Comment naît la vocation de devenir arbitre? Écoutez, aujourd'hui, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs aspects à prendre en compte. D'abord, on peut peut-être être complètement admiratif d'une personne. Moi, j'avoue que des garçons comme Michel Vautreau, à l'époque, qui a révolutionné l'arbitrage moderne, Robert Wurz un petit peu plus avant, et puis d'autres après, m'ont toujours passionné par leur charisme, leur personnalité. Et puis le club a des besoins d'arbitres, donc pousse souvent. Alors j'étais gardien de but, donc j'étais pas spécialement un grand gardien de but. J'aurais pas fait certainement une carrière internationale en tant que gardien de but, mais quelque part gardien de but, arbitre, on est un petit peu sur les mêmes créneaux sur la préparation mentale. Quand on fait une erreur, quand on est gardien de but, on la paye cash. Quand on est arbitre, on la paye cash. C'est la même chose. Et c'est quelque chose qui vous plaît, ça, justement, d'être un petit peu sous pression, de savoir que vous n'avez finalement pas le droit à l'erreur, même si tout le monde y a droit d'une certaine manière. Je pense que, contrairement aux apparences, les arbitres sont pas sous pression, parce qu'ils sont habitués, ils sont préparés à ça. Ils ont tout simplement l'envie de prendre la bonne décision, la juste décision. Mais ils sont pas sous pression. Moi, j'ai fait, en France comme à l'étranger, des grands matchs très importants, avec 50, 60, 70 000. On est excité, mais quand on donne le coup d'envoi d'une rencontre, on est comme à Tubize, on arbitre les bleus contre les rouges et puis on prend nos décisions. Et des fois des bonnes, des fois des moins bonnes, mais on n'est pas sous pression, on est excité d'entendre le public qui tape dans les mains et on sent la pression monter petit à petit, mais autour du stade et dans le stade. Mais nous, en tant que tel, en tant qu'humains, on est préparé pour ça. Et heureusement qu'on est préparé pour ça. Mais est-ce que vous sentez que toute votre équipe est dans le même état d'esprit que vous? Parce qu'on a quand même le sentiment que certains, aujourd'hui, avec l'évolution de l'arbitrage, sont sous pression. Alors, vous pouvez pas demander la même chose à un assistant qui a moins d'expérience, qui n'a pas le vécu du terrain au milieu.
et un arbitre, lui, il doit être en capacité de manager, il doit être en capacité d'anticiper, de sourire parfois, de se mettre en colère d'autres fois. Et ça, j'aime bien. Moi, c'est ce que je demande, d'avoir une signature arbitrale, pas être un robot et puis faire toujours la même chose au même moment, avec les mêmes équipes. Voilà. Il faut avoir de la personnalité et une signature, mais on peut pas demander la même chose à un assistant qui a pas cette expérience vécue d'un arbitre qui a plus. Donc, le grand travail de l'arbitre dans ce match préparation, c'est justement de mettre tout le monde dans la dynamique, dans la préparation, dans la préparation technique, tactique. Si on n'arbitre pas un match à Antwerp, qu'on arbitre un match à Ostende, parce que c'est pas les mêmes personnalités sur le terrain, et c'est normal. Comme partout en Europe, on n'arbitre pas de la même manière à Liverpool ou à Madrid ou dans des stades plus petits, des équipes plus petites. C'est normal parce que les compositions d'équipes sont différentes, les personnalités sur le terrain sont différentes. Donc on a une approche humaine et managériale qui est différente. Ça, c'est toute la difficulté de l'arbitre, mais aussi la compétence que l'arbitre doit obtenir très rapidement pour gérer le haut niveau, pour gérer justement cette pression qui peut être palpée par plein de personnes. Vous parlez un peu de préparation. Comment vous préparez un match? Vous l'avez dit, à l'Antwerp, comparé à un match à Anderlecht, il y a une autre préparation qui est faite? Il y a 2 phases. Il y a une phase d'abord, une préparation, je dirais, technique, parce que il y a des équipes qui jouent différentes manières. Les arbitres sont aujourd'hui avec tous les médias, avec toutes les tables, les consultants, les émissions de télé que vous connaissez, qui analysent les matchs parfaitement et qui donnent des aspects tactiques très intéressants pour les arbitres. Donc on joue en fonction de comment on va percevoir le match, si telle équipe va jouer plutôt en bloc bas ou en bloc haut, en fonction des joueurs qui composent cette équipe, si on a des joueurs de percussion ou des joueurs plutôt qui vont jouer différemment. On voit que quand on analyse l'équipe de l'Union, par exemple, on sait très bien que c'est une équipe qui joue d'une certaine manière. Quand on analyse l'équipe d'Anderlecht ou d'autres d'une autre manière. Donc tout ça, il y a une préparation tactique. Donc, et en fonction de ça, l'arbitre va prendre peut-être plus d'anticipation sur certaines phases d'attaque ou pas, ou des équipes qui sont plus en construction et ils vont jouer plus latéralement. Donc l'arbitre va devoir se positionner par rapport à tel contexte. Donc ça, c'est une préparation tactique et technique. Après, il y a la préparation mentale, parce qu'on sait très bien que quand on joue devant 25-30 000 personnes, le contexte va être différent, qu'il va falloir peut-être davantage gérer les joueurs clés, les joueurs sensibles, les joueurs qui sont en capacité de faire monter la pression peut-être plus rapidement que dans une autre équipe. Je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas faire de focus sur tel ou tel joueur, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Donc là, l'arbitre doit aussi se préparer à ça. Et on fait beaucoup, nous, depuis 4 ans que je suis là, j'apporte une attention particulière justement à pouvoir arbitrer certaines personnes, les gérer d'une certaine manière, parce que ce sont des joueurs qui sont peut-être plus sensibles que d'autres, plus réactifs que d'autres, qui vont réagir peut-être très vite par des gestes, par des paroles, alors que d'autres sont plus introvertis. Donc tout ça, l'arbitre doit être en capacité de gérer tout ça, match après match, équipe après équipe. Ça veut dire que quand vous effectuez la désignation, vous vous dites, voilà, Antwerp-Anderlecht, gros match, comme rôle principal, je vois plutôt telle personnalité comme 4e arbitre, même s'il est très bon comme arbitre principal, je vais le mettre sur ce poste-là de 4e arbitre. Vous réfléchissez à tout ça, donc vous décortiquez chaque rencontre? Je peux vous assurer que oui, je regarde tous les matchs du vendredi soir, en passant par votre box-to-box et jusqu'au dimanche. Et merci d'avoir d'ailleurs avancé le dernier match de quelques minutes. Ça m'arrange parce que ça raccourcit un petit peu mon week-end. Donc en effet, quand je fais les désignations le dimanche soir, lorsque j'ai analysé la journée, je sais que tel arbitre est prêt pour tel type de match demain. Vous avez les désignations sont sorties pour le week-end prochain. Il y a des matchs très importants et je pense avoir mis les arbitres qui étaient prêts pour ce type de match, qui ont la personnalité pour ce type de match, qui ont l'expérience pour ce type de match. A contrario, il y a des arbitres qui sont prometteurs, qui arrivent sur le devant de la scène, donc il faut protéger un peu, qu'il faut mettre étape par étape sur différents styles de match, différents styles d'équipe. Ouais, c'est pas une machine la machine fait un petit peu de choses, mais le travail humain est très important. Vous l'avez dit, vous êtes arrivé dans un contexte un petit peu particulier. Vous n'avez peur de rien. Vous acceptez de prendre ce challenge. Vous avez dit que c'était un beau challenge. Mais qu'est-ce qui vous a intéressé en fait dans ce challenge? Alors, j'ai peur de rien, ça c'est sûr.
J'ai pas d'état d'âme par rapport à tel ou tel contexte. Ça, c'est ma personnalité. J'ai vécu 10 ans en France des moments particulièrement difficiles aussi difficiles que ceux qu'on peut connaître les Belges. Donc sincèrement, non. Moi, mon focus, c'était de redynamiser, de redonner envie aux arbitres, de redonner envie d'être sur le terrain des hommes costauds avec une personnalité. Avec une capacité à manager, une capacité à ne pas reculer devant l'adversité, devant les contestations. Les premiers matchs que j'ai observés quand je suis arrivé en Belgique, c'était pour moi un vrai questionnement. C'est-à-dire, je voyais des arbitres reculer, des arbitres qui se faisaient insulter, critiquer sur le terrain, j'entends, hein, et sans réaction. Donc moi, je ne peux pas supporter ça. Il faut, à un moment donné, avoir de l'autorité, une autorité importante, parce que quand on a une bonne autorité adaptée, on est respecté, et quand on est respecté, on est mieux compris, et donc on peut respecter aussi l'autre, et donc créer un climat plus positif autour de l'arbitrage et autour de décisions. Parce qu'un arbitre qui est bien dans sa tête, qui se sent respecté, est un arbitre qui prendra de meilleures décisions. Moi, ça a toujours été un fil conducteur dans ma vie d'arbitre, mais aussi dans ma vie de dirigeant, c'est qu'il faut d'abord donner à l'arbitre un climat serein autour de son espace décisionnel, parce qu'avec cet espace serein, il sera en capacité de prendre des décisions plus adaptées et bien meilleures. Ça sert à rien de lui mettre de la pression, parce que plus on lui mettra la pression, moins il sera en capacité de prendre une décision attendue. Mais là, vous êtes arrivé dans un climat où la confiance était rompue, justement par rapport aux arbitres. Donc comment vous avez réussi, comment vous réussissez? Mes premières réunions, je me rappelle encore, on était dans l'ancien bâtiment, mes premières réunions, ça a été... ayez confiance en vous. Vous êtes peut-être pas les meilleurs, mais vous n'êtes pas les plus mauvais. Ayez confiance en vous. Reprenez goût à l'arbitrage, reprenez goût au jeu. Faites-vous respecter sur le terrain avec des attitudes, avec de la relation avec les joueurs, de la relation avec les entraîneurs. Soyez ferme lorsqu'il faut être ferme. N'acceptez pas l'inacceptable lorsque quelqu'un vient vous voir nez contre nez. Et trouvez une stratégie pour, de temps en temps, gérer les joueurs, anticiper leurs réactions. Donc, tout mon travail n'a pas été sur donner un carton jaune ou donner un carton rouge, parce qu'ils sont très forts là-dessus. J'ai pas de souci là-dessus. C'était de pouvoir justement anticiper toutes ces phases de carton jaune et toutes ces phases de carton rouge pour, pourquoi pas en éviter, mais surtout se protéger pour être plus à l'aise demain et après-demain sur les terrains. Bertrand Layec, le moment où vous êtes arrivé par rapport à aujourd'hui, la note sur 10 de l'arbitrage dans lequel vous l'avez trouvé en Belgique et la note d'aujourd'hui? C'est difficile, ça. C'est une question difficile parce qu'elle est très factuelle. Et moi, je dis que quand je suis arrivé, on était en difficulté, certes. Le groupe était en difficulté. On venait de perdre nos deux numéros 1 de l'arbitrage belge. C'est un désastre. C'est un désastre sur le plan sportif. Vous imaginez, dans n'importe quel pays en Europe, perdre le numéro 1 et le numéro 2. Donc, il fallait repartir de zéro. Sur le plan international, on était inconnus. C'était le désert sur le plan international. Sur le plan national, il y avait surtout une confiance à remettre sur la table. Pas que des arbitres, mais aussi des clubs vis-à-vis de l'arbitrage. Je pense qu'aujourd'hui, on peut toujours faire des erreurs, on en fait toujours et on en fera toujours. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une confiance autour de l'éthique et de l'intégrité du corps arbitral. Et ça, je pense que c'est la première victoire qu'on a réussi à obtenir. Et puis après, il a fallu continuer et travailler. Aujourd'hui, sur la scène internationale, on est représenté pas encore comme on devrait être représenté, je dirais, comme je l'ai dit il n'y a pas assez longtemps, d'un désert. On est aujourd'hui représenté en première catégorie sur le plan de l'UEFA. On a un garçon qui est un mentor, un talent mentor dans le programme talent mentor de l'UEFA. On a des arbitres qui sont aujourd'hui dans le corps excellence de l'UEFA. Donc aujourd'hui, on a une représentativité qui commence à revenir sur la table après 12 ans de vache maigre, faut le dire. On a comme Laurence Visser qui a fait quelques matchs en Ligue des Champions ces derniers temps, ce qui n'était pas arrivé depuis Frank de Blecker. Vous imaginez. Donc on est reparti de zéro, on est sur une trajectoire. J'ai envie de dire qu'on est dans les temps. Ça fait 4 ans qu'on travaille dur.
Et je pense que des Laurence Visser, des Eric Lambrecht, on a nommé cette année 2 nouveaux FIFA, Jasper Vergout et Lothar Dont, qui sont pour moi 2 arbitres très prometteurs sur le plan international. Ils l'ont prouvé d'ailleurs sur des derniers matchs qu'ils ont pu effectuer en Belgique. Donc je pense qu'on est dans une bonne trajectoire. Mais vous êtes dans les temps, mais ça veut dire que vous vous êtes fixé quoi comme objectif à court et moyen et long terme peut-être? Très simplement que l'arbitrage belge retrouve son rayonnement d'antan. Voilà, avec Frank de Blecker et même avant. Voilà, c'est-à-dire d'avoir un arbitre en élite très rapidement, d'être représenté dans les grandes compétitions majeures de l'Euro, de la Coupe du Monde. Clairement, c'est ça. Moi, j'ai vécu la même situation en France où on avait une génération qui avait complètement disparu et qu'on n'a pas été représenté à la Coupe du Monde en 2014. Donc, ça a été un vrai coup dur pour l'arbitrage français. Donc, on est reparti de zéro et aujourd'hui, voilà, 10 ans plus tard, Clément Turpin et bien d'autres sont aujourd'hui au plus haut sommet, font les finales européennes. Donc moi j'ai vraiment cette envie, cet objectif, cette excitation, parce que je suis convaincu que le groupe a les capacités pour, dans quelques années, montrer beaucoup de choses sur la scène internationale. Je ne sais pas qui, mais en tout cas, il y a du potentiel. Vous parlez beaucoup de management pur là, des hommes. Quand vous avez été nommé, vous avez dit qu'il y a pas mal de chantiers, des changements à faire, notamment dans la préparation physique, physiologique et mentale. Okay. Dans les faits, en tant que directeur technique, qu'est-ce que vous faites au day-to-day? C'est quoi être directeur technique ici à l'Union belge? Le directeur technique, il fait trop de choses, certainement. Il gère son groupe d'arbitres pro, c'est-à-dire l'arbitre pro, c'est pas que la Jupiler, c'est aussi la Challenger. Donc j'ai la chance d'avoir mon adjoint Frank de Blecker qui est plutôt chargé du développement et qui s'occupe de la Challenger Pro League. Donc je gère individuellement tous les arbitres au quotidien. Bien évidemment, les cours sont des moments très importants, très forts où des messages sont passés, du management est réalisé, des interviews comme peut en avoir un coach dans son club individuel, parce qu'un arbitre peut avoir un problème familial, peut avoir un problème professionnel, peut avoir un problème sportif. Donc moi j'ai essayé de mettre l'humain au centre de l'arbitrage belge et non plus les considérer comme des arbitres. C'est d'abord des hommes avec des sensibilités et d'abord de régler toutes ces sensibilités, de gérer tous ces problèmes et après, bien sûr, par les techniques, par les physiques. On a aujourd'hui des arbitres, pour ceux qui ont vécu l'arbitrage, qui ont vu l'arbitrage il y a 4-5 ans, qui sont devenus des athlètes. Ce sont de vrais athlètes avec un suivi médical, avec un suivi physique par notre coach, notre préparateur physique journalier. Je peux vous sortir comme les joueurs des suivis physiques qui sont impressionnants. Donc on a une vraie directeur technique, il est là pour donner de la cohérence sur le plan technique, mais aussi pour gérer individuellement les 60 arbitres et assistants que je gère dans le football professionnel. Il est là aussi pour dynamiser ce qu'on a créé chez nous, c'est un pont entre le foot amateur et le foot professionnel. On a créé le Top Bicor, qui est une passerelle qui permet d'aller sélectionner dans le monde amateur les meilleurs arbitres prometteurs, pour les mettre dans un Top Bicor pendant 1 année, voire 2 années, pour les préparer, pour les faire suivre par des observateurs, par aussi des préparateurs physiques, pour leur donner tous les outils pour être prêts à arbitrer demain en 1B dans les meilleures dispositions possibles. Tout ça, c'est une pyramide qu'on a mise en place depuis 4 ans. Et je vous donne un exemple. J'étais il y a 15 jours à Pinatar où les 2 ailes se sont réunies pour la première fois de l'histoire de l'arbitrage belge. Se sont réunis. Le mot réunion porte tout son sens. Donc, se sont réunis à Pinatar. On avait une trentaine de jeunes qui ont entendu les discours de Frank de Blecker, de ma part, du coach physique, pour essayer de préparer l'avenir. C'est-à-dire que demain, aujourd'hui, il faut déjà penser à remplacer des Laurence Visser, des Eric Lambrecht, qui, peut-être 10 ans sont plus là. Et ce sont ces jeunes-là qui vont venir remplacer ces élites de l'arbitrage belge. Donc, tout mon travail, il est basé là-dessus, c'est avoir une cohérence pyramidale de la base jusqu'au plus haut niveau, à l'instar de ce qui se fait dans les clubs. Je pense que dans tous les clubs, il y a un coach principal, un T1, mais qui donne aussi à son entraîneur des jeunes une philosophie de jeu, une philosophie d'approche. Et moi, j'ai la même philosophie et j'ai toujours
me suis toujours collé à la philosophie d'un entraîneur dans un club pro parce que je considère que les arbitres aujourd'hui, c'est la 19e équipe du championnat. De la Pro League. Ce sera là. Il y en aura un petit peu moins la saison dernière. Et contrairement au club Bertrand Layec, vous ne pouvez pas aller faire votre mercato à l'étranger. Ça, c'est aussi je ne veux pas dire la difficulté, mais c'est la beauté de votre métier. Vous devez prendre le vivier ici, chez nous. Exactement. Donc, c'est là où il faut avoir de l'anticipation, il faut avoir de la patience. Je dis bien de la patience. Et toujours se dire que lorsqu'on est là-haut, il faut commencer à travailler pour remplacer là-haut dans 10 ans, c'est d'avoir cette pyramide, cette philosophie pyramidale qui nous permet de dire, voilà, aujourd'hui, j'ai vu un jeune, aujourd'hui à Dander, ou je ne sais, à Lommel, ou je ne sais où, j'ai vu un jeune, là, dans un canton, je dis, celui-là, il a de la qualité. Alors, on a créé le fast track, c'est-à-dire aussi, on a créé des chemins un peu plus rapides pour accéder au plus haut niveau. Aujourd'hui, le PRD, avec toute mon équipe, Franck, Stéphanie et tous les autres membres du PRD, on est convaincus qu'il y a un vrai vivier en Belgique d'arbitres de très bon niveau. À nous de leur donner les outils. Et je pense que c'est ce qui est en train de se faire depuis 4 ans. D'ailleurs, on les a vus, il y a eu pas mal d'allers-retours ici, de va-et-vient avec des arbitres. Vous êtes en stage actuellement? Exactement. C'est ça. Exactement. Vous les formez? On les forme. Non, j'espère que je les forme plus parce que quand ils arbitrent en Jupiler, je pense qu'ils sont formés. Bon. Non, je fais un point sur les dernières journées, je fais un point sur ce qui a été, ce qui n'a pas été. On ajuste la ligne parce que vous savez, la partie interprétable de l'arbitrage est très importante sur une rencontre. Donc, on essaye de se mettre sur les mêmes lignes. On essaye de partir du stage en disant « Ouais, ça, il va falloir que je fasse comme ci, comme ça, sur telle situation. » Voilà, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, c'est l'uniformité. C'est ce que demandent les clubs parce qu'on reste au service des clubs. L'uniformité, la consistance dans les décisions, tout en se disant que sur le plan technique, il y a toujours cette zone d'interprétation qu'on appelle souvent la zone grise et qui permet à l'arbitre de prendre une décision, mais qui peut être contestée, qui peut être contestable, mais que nous, on va supporter parce qu'on a été arbitre et parce que rien ne peut être, comme disait l'anglais, black and white à chaque fois. Il y a toujours une partie un peu d'interprétation. Et le foot, particulièrement, nous offre une multitude de situations interprétables, n'est-ce pas ? On va en parler. C'est ça, justement. On a déjà fait le débat entre nous. Il est grand temps que Bertrand Layec arrive maintenant pour qu'on puisse en parler avec vous. C'est clair que là, Séverine, on a encore pas mal de choses intéressantes à dire. Tout à fait. Mais vous allez d'abord citer vos collègues Stéphanie, Franck et également Dieter Deneyer. Oui. Comment se passe la collaboration? Comment elle est... C'est le vrai boss. C'est ça. Chacun est à sa place. Moi, je suis en responsabilité de la partie sportive, c'est-à-dire que tout ce qui est partie technique, les stages, la responsabilité des stages, les désignations, le management sportif de tous les arbitres, de tous les assistants. J'ai la chance d'avoir un adjoint manager assistant, Sten, qui est focus. D'ailleurs, c'est lui actuellement en ce moment qui est en train de faire passer les messages techniques. J'ai la chance d'avoir Franck qui s'occupe de la 1B et qui s'occupe aussi du top Bicor, donc qui a un œil, un focus sur justement tous ces jeunes prometteurs. Et Stéphanie qui est la patronne du département sur le plan opérationnel, parce que un département, il y a de la vie, il y a du personnel, il y a des budgets, il y a de la communication à faire, elle fait un travail exceptionnel au quotidien parce que c'est lourd, l'arbitrage c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme le sportif d'ailleurs, mais ça on s'en rend pas compte. C'est pour ça que je veux vraiment lui rendre hommage aujourd'hui, parce que c'est un travail qui est un petit peu de l'ombre, mais qui est essentiel au bon fonctionnement et au bon équilibre de tout l'arbitrage. Il y a aussi secrétaire administratif, secrétaire technique. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent autour de l'arbitrage, mais je trouve qu'aujourd'hui il y a un très bon équilibre qui est trouvé dans notre organisation. Mais aujourd'hui, Bertrand, qui prend les décisions finales? Comment ça se passe? Décisions sportives? Oui. C'est moi qui prends les décisions sportives. C'est moi qui prends la responsabilité de nommer tel arbitre sur tel match, parce que la finalité, c'est quoi? C'est ça. Qui prend la désignation de tel arbitre sur tel match parce que je sens que cet arbitre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est prêt pour ce match. Après, on a des décisions parfois techniques où on discute tous les lundis matins. On a un management meeting qui permet de réunir les personnes que vous avez citées, et on discute sur 2-3 phases, notamment sur la communication qu'on est à même de faire très rapidement le lundi. Alors on peut la critiquer, on peut la pointer du doigt, mais elle a le mérite d'exister, et croyez-moi, on est un des rares pays en Europe à la faire.
Ça, il faut le savoir, qu'on a la chance énorme de pouvoir ouvrir, enfin, chacun choisira, mais on a la chance énorme de pouvoir communiquer et d'avoir expliqué certaines décisions. Alors, on peut être pour, on peut être contre, on peut se dire on pourrait faire mieux, on peut toujours faire mieux. D'ailleurs, on va améliorer les choses, on a des projets assez intéressants, mais au moins, cette communication permet quand même de faire passer des messages. Et ça, c'est une communication qui est partagée tous les lundis matins entre nous. C'est devenu un peu le gimmick des supporters. On va attendre lundi matin de voir ce que Franck de Blecquereux dit. Vous parliez de projet, parce qu'ici, évidemment, nous, on a parfois l'impression, on s'est dit, mais enfin, pourquoi ne sont-ils pas revenus sur telle ou telle phase? Alors évidemment, peut-être que vous les choisissez. Quand vous parlez de projet, c'est peut-être aussi une émission télévisée. Alors, ça fait partie des... On a des projets pour essayer de... L'acteur, en fin de compte, c'est pas moi. L'acteur, c'est pas Franck de Blecquer, c'est pas Stéphanie. L'acteur, c'est l'arbitre. C'est lui qui prend la décision et c'est lui qui... C'est toujours très frustrant parfois de parler à la place de celui qui a pris la décision. Donc l'idée, c'est de rendre un peu plus humain l'explication de texte, on va dire, l'explication de la décision, et d'intégrer de temps en temps donc un acteur, c'est-à-dire un arbitre, pour expliquer pourquoi il a pris cette décision, à tel moment, dans quel feeling il avait à ce moment-là. C'est de rendre encore plus humain la décision prise par l'acteur lui-même. Dès la fin d'un match, à l'interview, ce serait possible? Ça, c'est pas encore dans les cartons, mais l'idée, ça serait de le faire juste après la rencontre, peut-être le lendemain de la rencontre, très rapidement après. Dans un cadre un peu moins formel, chaud, en fait, voilà, moins chaud, c'est ça. Ça sera peut-être reposé, c'est ça. C'est une belle ouverture, déjà, c'est un beau projet. Oui, et puis il y en a d'autres. Je peux pas tout vous dire, mais il y en a d'autres. Non, même pas lever un coin du voile vers où on va. On va vers plus de communication au plus proche de la rencontre, voire un peu plus. Vous avez parlé de micro tout à l'heure. D'ailleurs, c'est parce qu'on a posé la question aux abonnés Eleven Sport. Quelles questions ils pouvaient vous poser? Il y en a deux qui reviennent extrêmement souvent, vous pouvez vous en douter. La première, c'est à quand les micros sur les arbitres? Est-ce que c'est quelque chose que vous... En plus, d'ailleurs, vous, en 2003, vous avez arbitré la finale de la Coupe de France. C'était Paris-SG-Auxerre avec des micros. Oui, moi, je suis pas contre. Je suis assez favorable. Mais comme le disait très bien, j'ai écouté une émission hier à la radio, il faut faire attention que tout n'est peut-être pas bon à entendre, pas bon au sens que faut pas non plus trop laisser le micro ouvert à l'arbitre, parce que en fin de compte, c'est pas l'arbitre, c'est quand même pas la star du moment. Les stars, c'est les joueurs, c'est les coachs, c'est le jeu. Donc, mais pourquoi pas à certains moments de la rencontre, sur les phases VAR, par exemple. Voilà, sur les phases VAR, pourquoi pas. Voilà, c'est une piste de réflexion intéressante. L'ouverture de la communication serait, à mon avis, pertinente. Voilà. Mais moi, je suis assez ouvert à tout outil qui va permettre à tout le monde de mieux comprendre, de mieux accepter les décisions du corps arbitral. C'est parfois ce qui se passe, on a vu ça, c'était à Charleroi face à Courtrai. Il y a eu la phase de hors-jeu qu'on a attendu, je crois, 6 minutes, et on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et même encore aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc il y a parfois un manque de transparence, et parfois c'est ce que dénoncent un peu les supporters. Ouais, c'est peut-être pas un manque de transparence. Transparence, ça veut dire qu'on veut cacher quelque chose, le manque de transparence. Non, c'est un manque aujourd'hui de... je pense qu'il faut qu'on réfléchisse pour pas faire non plus n'importe quoi. Moi, j'aime bien la communication maîtrisée, c'est-à-dire qu'on fasse pas n'importe quoi, n'importe où. Mais en l'occurrence, dans cette phase-là, nous sommes fautifs. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un assistant vidéo qui a pas respecté les process, qui a eu des doutes sur la calibration, sur la ligne. Donc il a voulu tracer la ligne, mais la ligne ne pouvait pas être tracée pour des raisons technologiques, alors que on n'a pas besoin de la ligne pour voir qu'il y a hors-jeu. Donc voilà, c'était plus un manque de maîtrise en interne plutôt qu'un problème, qu'un manque de transparence. Voilà, c'est pour ça que ça a été si long. Fort heureusement, la décision finale était bonne. Mais pourquoi on l'a pas su alors? Pourquoi on le sait maintenant? C'est dans la communication, il faut le savoir, c'était contre Serein, parce que je me rappelle que c'était... Je me rappelle que Serein, c'est pas la première fois malheureusement qu'ils sont un peu victimes. C'est ça. Oui. Merci. Le fruit du hasard, il n'y a pas de souci. Mais dans cette communication, on se rappelle... Puisque vous suivez aussi le box-to-box, on nous a dit, mais l'arbitre a dit finalement, il ne fallait pas lever le drapeau parce que c'était clair. Puis notre réalisateur nous a fait passer un autre message. Et donc là, on s'est dit, mais il y a forcément une chose qui n'est pas bonne dans la manière de faire passer le message, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, votre département arbitrage communique avec notre réalisateur pour nous, commentateurs, avoir les infos. Donc ça aussi, c'est une avancée.
Mais là, c'était brouillon. Il y avait 2 pistes. Oui, Il y a eu 2 discours différents. Je peux reconnaître que c'était brouillon. Franchement, là-dessus, je suis... même les explications qu'on a eues, les rapports qui ont été faits suite à ce match-là par le manager des VAR qui était dans le replay center, voilà, il a pointé du doigt un manque de clarté en termes de communication. Ouais. Mais ça, je veux bien l'entendre. Ça peut arriver. Si j'ai bonne mémoire, on avait un VAR qui était un jeune VAR qui avait pas énormément d'expérience, mais là aussi, il faut bien commencer. Il y avait... Voilà, c'est... Fort heureusement, la bonne décision au final a été prise et c'est le plus important. Arriver, ça peut arriver. Et l'erreur est humaine. Et n'oublions pas que les arbitres sont des humains. Les machines restent des machines avec le degré aussi d'erreur possible. Par contre, ma question, Bertrand, est-ce que les arbitres aujourd'hui sont réellement aidés avec la technologie qui est à leur disposition ? On a l'impression qu'on a fait un pas en avant, c'est certain, mais que cette technologie, elle est encore parfois limitée et qu'elle handicape vos arbitres. Je pense que la technologie sur les situations de hors-jeu est encore très perfectible en Belgique, c'est sûr. La mise en place de la ligne 3D, elle est complexe, technologiquement parlant. Elle est très complexe, alors que match de Ligue des Champions, vous avez vu Paris... en 3 secondes. En 3, même pas, oui, 10 c'est secondes, ça. j'allais dire. En mais 2 secondes 30, ouais, c'est ça. 10 secondes, en effet. Donc, alors que c'était en plus un hors-jeu particulièrement sensible. Donc, on doit encore s'améliorer là-dessus au niveau technologique, ça c'est sûr. Parce que la technologie, en effet, met la pression sur l'humain. Parce que quand ça marche pas, l'humain, il monte en pression. Et quand vous êtes dans le replay center, et je vous invite un jour à venir nous rendre visite, vous allez voir que ça monte très vite. Parce qu'on est dans un tunnel et il faut vite s'en sortir pour prendre la décision. Donc en effet, mais comme je l'ai dit et déjà dit, on a une nouvelle version qui devrait arriver pour la prochaine saison et qui devrait accélérer sensiblement la prise de décision et sur la mise en place technologique des lignes, qui est notre plus gros souci entre guillemets aujourd'hui. Mise à jour de logiciels. C'est ça, exactement. Mais vous parlez technologique, mais niveau coût, qu'est-ce que ça implique tout ça ? Il y aura des coûts, c'est sûr. De quel... c'est Stéphanie qui... On va appeler Stéphanie. Qui est la boss. Non, parce que tout le monde aimerait bien avoir le hors-jeu semi-automatisé comme à Ligue des Champions, mais est-ce que c'est réaliste en Belgique ? C'est ça. Là, c'est une bonne question. C'est un problème vraiment de coût. Je ne sais pas si aujourd'hui le contexte économique le permet. C'est très cher. Et les infrastructures ? Non, aujourd'hui, les infrastructures au niveau des stades, en effet, c'est aussi un problème, il faut le savoir. Il y a des stades, c'est très compliqué. On a parlé de Serein, au Westerlo, on a eu des problèmes dans tous les stades qui sont en effet de taille très très moyenne. Donc, c'est aussi un autre problème majeur, c'est qu'on peut pas mettre la meilleure des technologies partout parce qu'on a des problèmes d'infrastructure. Et vous discutez parfois avec les clubs de la faisabilité des projets ? On discute beaucoup avec la Ligue. Tous les mois, on a une réunion avec la Ligue Pro, donc la Pro League. Donc, on discute sur ces problèmes-là. Ils sont au courant de tout. On a une vraie connexion intelligente, constructive avec la Pro League. Et je trouve que c'est aussi assez rare, croyez-moi, de trouver cette relation de travail entre deux instances de la fédération et la Pro League sur ces aspects arbitrales. Il y a aussi une deuxième question qui revenait beaucoup, le temps que prenait le VAR pour prendre des décisions. L'arbitre parfois se trouve sur le terrain extrêmement longtemps avant de potentiellement aller regarder le VAR. Comment ça se passe en fait ? Alors, il faut que les gens comprennent qu'une situation qu'on analyse dans la surface de réparation, c'est pas uniquement cette situation que le VAR va analyser. Il va d'abord analyser s'il n'y a pas eu une faute précédemment, ce qu'on appelle l'attacking promising phase, s'il n'y a pas eu une faute commise par l'équipe qui attaque dans la phase de construction. Donc ça met du temps parce qu'il faut analyser les différents duels et si vous avez un joueur qui est blessé ou qui est au sol justement dans cette phase-là, l'assistant vidéo va devoir d'abord analyser, savoir si la faute commise est vraiment une faute évidente et si elle nécessite d'être revue par l'arbitre. Donc ça prend déjà du temps. Ensuite, dans la phase d'attaque, il y a de temps en temps des phases de hors-jeu. On l'a vu à Bruges ce week-end. Donc où on a un hors-jeu qui est très border. Donc ça, c'est une deuxième étape. Donc il faut tracer la ligne. Si c'est possible. Si c'est possible, c'est ça. Voilà. Et puis ensuite, il y a la phase de penalty. Et là encore, il faut analyser si c'est clair et obvious, si l'erreur, le fait de ne pas avoir sifflé ou le fait d'avoir sifflé, c'est une erreur manifeste de l'arbitre. Donc vous imaginez dans une phase, il peut y avoir 3 séquences.
Et donc, ces 3 séquences doivent être analysées par l'assistant vidéo. Et c'est pour ça que ça prend du temps parfois, et c'est pour ça que ça a pris du temps à Saint-Tron, un temps inacceptable, je dois le dire. C'est 9 minutes, hein. Oui, parce que là aussi, c'était compliqué au niveau de l'analyse et des process. Mais il faut expliquer tout ça aux gens, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas qu'à la phase finale. Il y a tout ce qui se passe avant. Et j'ai d'ailleurs souvent des remarques des clubs qui ne comprennent pas. Et donc, on a une transparence totale avec les clubs qui nous envoient leur feedback et nous, on leur répond sur des questions très spécifiques. Et j'ai eu un cas, c'était à Malines Open Malines, où il y a un but de Malines qui est clairement marqué, d'un magnifique tir, le premier but de Malines, magnifique tir de 20 mètres. Ouais. Voilà, tout à fait. Mais le club ne comprenait pas pourquoi ça a mis tant de temps pour valider le but. Tout simplement parce que dans la phase qui précède, dans la phase qui précède, il y a une phase de hors-jeu potentiel d'un des attaquants qui est limite borderline et qui explique pourquoi le VAR il a d'abord dû checker cette phase-là avant de valider le but qui est venu derrière. Donc tout ça, c'est des process. Et quand on a voulu mettre en place le VAR et on l'a mis sur la table, il faut accepter que ces process soient utilisés. Et pourquoi pendant ces phases-là, il n'y a pas, par exemple, le 4e arbitre qui va discuter avec les coachs, leur expliquer ce qui se passe? Parce que c'est ça aussi qui ressort. Ça se passe, ça, sincèrement. Oui? Sincèrement, oui, je pense. En tout cas, moi, j'étais présente à Charleroi-Serein. Il y avait une espèce de... Personne ne savait trop ce qui se passait. On était là sur le bord terrain. C'est peut-être un cas exceptionnel. Okay. En règle générale, généralement, très souvent, on voit l'assistant dire le check est en cours, vous inquiétez. Et puis, ils expliquent un petit peu pour oui, un peu... Oui, parce qu'ils sont en communication directe avec les officiels. Donc, normalement, ça doit se faire. Et souvent, l'arbitre officiel reste longtemps au milieu du terrain avec le doigt sur l'oreille. Et parfois, on a mal pour lui en commentant les rencontres. On se dit, le pauvre, est-ce que lui ne peut pas être un peu plus vite impliqué dans votre processus, peut-être aller voir et avoir cette discussion autour de l'écran VAR avec le reste de l'équipe? Ça fait pas partie du protocole de l'IFAB parce que le VAR, je le dis et je le répète, le VAR, c'est le leader dans le replay center. C'est lui qui décide dans le replay center s'il doit appeler l'arbitre ou pas. Mais ce que tout le monde doit savoir, c'est que devant l'écran, c'est l'arbitre le patron. Le VAR recommande un on-field review s'il considère que c'est une erreur claire et évidente. À partir de là, le travail du VAR est terminé. Et c'est après l'arbitre qui doit dire « donne-moi cette vue-là, donne-moi cet écran-là, donne-moi cette caméra-là ». Et c'est l'arbitre qui doit prendre sa décision au vu des images. Et c'est certainement pas le VAR qui va lui dire « tiens, moi j'aurais mis un rouge là, j'aurais donné un penalty là, ou j'aurais mis, je sais pas quoi, un hors-jeu là ». C'est absolument pas le VAR. Le VAR, lui, il invite l'arbitre, et c'est l'arbitre qui décide in fine. Ça, c'est ce que tout le monde doit vraiment comprendre. Et je n'accepterai pas demain, et c'est le cas, ils le savent, qu'un VAR dise à un arbitre « voilà, je mettrai un rouge hein. ». Vous n'avez pas quand même le sentiment qu'une fois que les arbitres sont appelés à regarder le VAR, potentiellement, automatiquement, il va changer sa décision? Vous n'avez pas... Si on respecte le protocole, si le VAR a clairement fait son travail et a considéré que cette erreur est claire et évidente, c'est sûr que 9 fois sur 10, j'ai envie de dire 99 fois sur 100, si l'arbitre y va voir, c'est que pour le VAR, c'est clair et évident. Après, on l'a vu, le VAR peut se tromper. Parce que le VAR, ça reste aussi un homme. Et il peut considérer que cette erreur, elle est claire et évidente, mais qu'aux yeux de l'arbitre, elle ne soit pas claire et évidente. On l'a vu aussi, je me rappelle Botteberg à Malines, lorsque Botteberg met un carton rouge, il est appelé par le VAR pour changer sa décision, et Jan Botteberg a maintenu sa décision. Donc, ce n'est pas systématique. C'est pas systématique, contrairement à ce qu'on a pu voir à la Coupe du Monde d'ailleurs, où ça a été systématique. Exactement, moi c'est par rapport à ça. Parfois à tort, parce qu'on a vu 2-3 situations tellement évidentes qu'on était surpris de voir la... Même l'arbitre lui-même, il hésitait, il était là, je vais quand même donner le carton, mais je dois pas, je dois donner le penalty, mais je dois pas. On est bien d'accord. Donc, c'est pas systématique. C'est très souvent, parce que c'est fait pour ça, mais c'est certainement pas systématique. Est-ce que le VAR peut enlever... c'était quoi la citation exacte de Bertrand? C'était le feeling... Le côté humain. Je vais retrouver le feeling terme du game. que vous aviez utilisé. C'est ça, vous aviez dit. Du game. Oui. Est-ce que vous trouvez que ça... l'améliorer. Oui. Ah bah clairement. On a encore fait une session ce matin sur le terrain avec les assistants, où on les fait courir, on les fait monter en pression et on leur montre des images en direct. Voilà, des images du réel. Hein. Et c'est exactement ce que je leur ai encore dit ce matin. J'ai dit, les gars, d'une situation, on est passé d'un coup franc à un carton rouge pour une vingtaine d'assistants. Où est le feeling? Quelle est la vérité? Donc, moi, ce que je leur fais travailler tous les jours, c'est de comprendre d'abord
le jeu, comprendre les mouvements des joueurs, les mouvements défensifs, les mouvements offensifs. À un moment donné, il ne faut pas s'arrêter à l'impact. Oui, en effet, l'impact est important parce qu'il faut protéger la sécurité des joueurs, c'est une priorité. Mais comment on a lu cette action, comment le défenseur a pu se défendre, comment a pu attaquer le ballon. Donc sentir le jeu, ça c'est la première des choses. Ensuite, c'est sentir l'évolution du jeu. Comment on va jouer on joue sur du jeu long, on joue sur du jeu court. Quel est le feeling du game qu'on peut avoir par rapport à une évolution du jeu sur le terrain. Donc tout ça fait que nos arbitres doivent encore apprendre ça, doivent encore sentir le jeu, doivent souvent regarder un match de foot, non plus en tant qu'arbitre, mais en tant que joueur, en tant que coach, en tant que technicien du jeu, et non plus en tant que technicien de l'arbitrage. Il y a vraiment une préparation tactique, en fait, après, aussi pour les arbitres qu'il faut mettre en Mais avant. vous seriez surpris sur les matchs, les préparations de matchs que tous les arbitres peuvent avoir, souvent 2, 3 heures, 4 heures avant le coup d'envoi, vous seriez surpris des contenus de préparation de match que les arbitres peuvent avoir. Est-ce que vous êtes prêt, vous, un jour aussi, à ouvrir ça au public, aux caméras, pour qu'on puisse vraiment se rendre compte ? Il n'y a pas trop de difficultés, il n'y a rien à cacher. Ce serait tellement intéressant de voir tout ça, c'est clair. Moi, j'avais encore une question par rapport à... On a vu, c'était le Standard le week-end passé face à Courtrai. Oui. Et le carton rouge, penalty. La double peine, ouais, exactement, la double peine. Alors, c'est très simple. Ce sont tout simplement les lois du jeu. Le législateur, depuis quelques années, a réduit les sanctions sur ce qu'on appelle l'anéantissement d'une occasion nette de but. À savoir que lorsque la faute est à l'intérieur de la surface de réparation et que le défenseur ou que le gardien de but a tenté de jouer le ballon, alors qu'il y avait eu un anéantissement clair d'occasion de but, la sanction n'est plus de carton rouge mais de carton jaune. J'ai bien dit dans ma phrase, si le joueur a essayé de jouer le ballon. À Liège, le défenseur n'a pas du tout essayé de On est jouer dans le l'interprétation aussi. Ah, si, parce qu'on sait pas... Non. Tirer le maillot sur un mètre, pour moi, c'est pas jouer le ballon. J'ai joué un peu au foot. C'est que si je veux tirer le maillot, c'est que j'ai pas essayé de jouer le ballon. Donc là, pour moi, il n'y a pas d'interprétation possible. C'était rouge 100%. Il peut y avoir une interprétation à Antwerp le week-end dernier contre Eupen, où le VAR a recommandé un on-field review parce qu'il y avait pénalty. Faute de Bessilé. C'est ça. Après, l'arbitre a interprété le fait que le défenseur n'a pas joué le ballon parce qu'il met sa jambe à la hauteur de la tête du défenseur. Mais là, on peut considérer qu'il y a une part d'interprétation sur l'anéantissement. Et là, je suis d'accord. Mais ce qui n'empêche que l'arbitre a décidé de mettre un rouge que j'ai validé parce que ça en est dans une zone d'interprétation. La zone grise. Oui, on peut l'appeler comme ça. Donc voilà, pour moi, à Liège, il n'y a pas de débat. Franchement, il n'y a pas de débat. Comme à Anderlecht, en début de saison, après 7 minutes de jeu, où Bram Van Rich met un carton rouge, pour moi, il n'y a pas de débat. On va essayer de me prouver que le défenseur qui était dans l'axe du but pouvait revenir. Attendez, les joueurs, ils vont à 100 à l'heure, c'est impossible. C'est impossible. Parfois, ce qui est pointé du doigt, c'est peut-être le manque de cohérence. On en parlait. Oui. Parfois. Donc, comment on travaille là-dessus ? Comment on rend... Alors, moi, j'ai deux priorités sur cet aspect-là. D'abord, je demande à mes arbitres d'être cohérents pendant 95 minutes. On n'a pas le droit, aujourd'hui, à l'époque où on vit dans le football moderne, de mettre un carton jaune pour telle situation à la 5e minute et pas à la 10e pour la même situation. Ça, c'est pendant 95 minutes. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Après, avoir une cohérence sur 9 matchs par week-end pendant 30-40 journées, c'est mission impossible. Après, ma deuxième priorité, c'est d'être cohérent sur les moments clés. C'est-à-dire, on l'a vu à Liège, ça c'est une cohérence en des moments clés. Et je demande à tous mes arbitres demain d'avoir ce carton rouge pour cette situation. Okay ? Après, c'est impossible sur des centaines de matchs d'avoir pour le même tacle la même sanction. Sauf si c'est un moment clé, sauf si c'est, comme on l'a vu à Serein, fin de match, le tacle de Chiboibois. Voilà, qui est un tacle d'ailleurs. Donc voilà, donc ça, je veux qu'on soit très consistant sur ces phases-là. Après, sur toute une rencontre de 95 minutes, l'arbitre, il faut qu'il soit cohérent. Je vais vous prendre quelques exemples. Je me rappelle d'une situation, de certaines situations de Jonathan Lardot sur un match à Liège. Je me rappelle plus l'adversaire, où il décide de pas mettre un carton à la 5e minute sur une semelle. Bon,
qui pouvait être carton jaune, alors que 10 minutes après, il a pas mis un nouvel avertissement sur un tag qui pouvait aussi être borderline. Donc il a été cohérent sur ces 15 premières minutes. Mais sur une même rencontre, 2 heures après, dans le box-to-box, on peut avoir un arbitre, je prends n'importe quel arbitre, qui peut mettre un jaune à la 5e minute pour la semelle que Jonathan Lardot agirait différemment, mais il a été cohérent parce que 5 minutes après, il remet un carton jaune. Donc pour moi, ça c'est la priorité des priorités, c'est être cohérent pendant 95 minutes. Après, sur toute une saison, il faut accepter qu'un arbitre avec sa personnalité, il a un feeling du jeu, parce qu'il y a le contexte qui compte beaucoup. Le contexte du match, comment sont les joueurs, quelle est l'atmosphère sur le terrain, les émotions, l'importance du match, et tout ça fait qu'on peut avoir des petits décalages entre un arbitre X, un arbitre Y sur 2 matchs différents à 2 périodes différentes de l'année. Est-ce que vous trouvez qu'il y a de la cohérence quand dans le football professionnel, des 1A, des 1B, vous n'avez pas les mêmes règles avec la présence du VAR? Dernière journée, Lommel-Liers, ou Liers-Lommel, je ne sais plus dans quel sens, mais 2 phases incroyables, Bertrand Layec, qui du coup ne sont pas revues, mais qui coûtent peut-être à Lommel une accession au top 6. Je comprends. Mais là, c'est peut-être moins de votre faute. Est-ce que c'est vous qui décidez d'aller mettre du VAR en D1B ou pas? Non, on a un petit peu notre mot à dire. Voilà. Après, ça demande des investissements, ça demande des ressources humaines, il faut le savoir, parce que derrière un écran, il y a des hommes. Aujourd'hui, c'est déjà très compliqué de gérer humainement toute la partie logistique du VAR en Jupiler. Donc en 1B, il faut trouver aussi des ressources humaines, il faut former les ressources humaines. C'est pas simple. Donc c'est plein de problématiques. Mais je suis le premier navré, voilà, de voir ce type de décisions qui sont pas prises. D'où l'importance que je mets au centre de tous mes débats quand on est à Tubize, c'est que les arbitres doivent prendre leurs décisions sur le terrain. Parce que quand on prend des décisions sur le terrain, justement, on ne se cache pas derrière une assistance vidéo et au moins on ne dégrade pas la qualité technique, la décision technique de l'arbitre. Parce que ça, c'est le danger qui nous guette, mais sur la planète football. C'est-à-dire des arbitres... Trop se reposer. Plus oser, voilà, exactement. Se repose trop, ça, ce qu'on disait. Et ça, tant que je serai ici, ça ne sera certainement pas le cas. Je veux que mes arbitres prennent des décisions sur le terrain, quitte à se tromper, quitte à prendre des décisions parfois très borderline, mais au moins ils prennent des décisions et ils prennent leurs responsabilités, et c'est la clé de la régularité. Mais l'idéal, c'est le VAR dans toutes les compétitions, en tout cas professionnelles belges. Oui, mais encore faut-il pouvoir le faire. Ça, on est d'accord. C'est au niveau des coûts et tout ça, ouais, c'est ça. Un peu compliqué. Ouais. Nous lançons donc un appel pour le recrutement. C'est ceux qui voudraient. Il y a une session, il y a un training là dans quelques heures là, si vous. Mais justement, on va y aller. D'ailleurs, on parlait un petit peu du futur, des futurs projets, etc. Quels sont là actuellement le premier chantier dans lequel vous allez vous lancer? Le premier chantier, je trouve qu'on a déjà depuis 4 ans lancé une multitude de chantiers. Les femmes dans l'arbitrage. Les femmes dans l'arbitrage, oui. Aussi, on a un grand chantier. Ça n'a pas été simple, hein. Même si le nom de Vicky de Kremer est sorti. Bertrand Layec, ça a fait polémique, ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile et ça ne sera pas simple parce que ça s'anticipe tout ça. On ne devient pas Vicky de Kremer en claquant des doigts en 15 jours. Ça s'anticipe. Ça veut dire que dans les différentes ailes, au fin fond des cantons, il faut qu'on arrive à recruter déjà des filles. Vous avez des candidates, beaucoup de candidates? Là, ça arrive. Là, Stéphanie fait depuis 2-3 ans un gros travail de recrutement chez les féminines, donc ça commence à arriver. Mais le problème, il n'est pas qu'en Belgique, hein, vous inquiétez pas. Hein, le problème, il est partout en Europe. Hein. Alors, il y a des exemples fantastiques à l'étranger, mais faut savoir que c'est difficile partout au niveau du recrutement. Donc ça, c'est un vrai chantier. Hein. Vicky, c'est un peu l'exemple qui va essayer, j'espère, qui va permettre d'attirer des vocations et des envies. Mais très belle psychologie, je fais une parenthèse là-dessus, parce que Eleven a pu réaliser un reportage autour de son match. Très bonne psychologue. Comme 4e arbitre, ça a dû vous plaire. Ah, mais très bien. Moi, ça m'a énormément plu. Voilà. Elle a eu un bon bulletin. Mais elle n'a pas de bulletin. Moi, alors ça aussi, c'est un sujet. Souvent, j'entends la cotation, les notes. C'est une question. Nous, on est arrivé au bout de 4 ans, on a supprimé les notes parce que je considère que dans un championnat domestique, la note est plutôt handicapante que valorisante. Moi, ça me gêne pas de dire à n'importe quel arbitre ici, t'as pas été bon. On va réfléchir, on va discuter et on va se dire les vérités. Et je vais dire pourquoi t'as pas été bon. Et tu vas comprendre très rapidement que t'as pas été bon. Ça, il a pas besoin de note, hein, l'arbitre. Hein. Alors que recevoir une note
qui va le mettre dans les fins fonds du classement, il va la prendre avec lui, il va la digérer et il va peut-être mal la digérer et donc ça va lui mettre une pression supplémentaire. Moi, je préfère dire les choses les yeux dans les yeux, qu'on s'appelle Laurence Visser, Jonathan Lardot ou Lothar Dondt ou Jasper Vergout ou les autres, ils savent très bien que quand j'ai quelque chose à dire, je leur dis les yeux dans les yeux, entre quatre murs. Parfois ça se passe bien, parfois c'est un peu plus, ça monte un peu plus, mais au moins on se dit les vérités. Et après c'est fini et on repart sur de bons pieds. Est-ce qu'il y a des sanctions ? Genre vous disiez que si quelqu'un... Il n'y a pas de sanctions, moi j'aime pas ce terme-là dans l'arbitrage. Oui, tellement... Non, il y a de la protection, parce qu'un arbitre qui est dans un mauvais moment, on a vécu avec, c'est pas un secret de le dire, avec Nicolas Laforge, un début de saison un peu difficile, alors que c'est un arbitre de grande qualité qui depuis 4 dernières années a fait vraiment des choses exceptionnelles sur le plan de la performance. Bon, il a eu un moment un petit peu difficile en début de saison, on a beaucoup discuté entre nous, et on a discuté de choses et d'autres, et moi j'ai compris des choses, il a aussi compris que c'était pas suffisant pour le moment, et pour ça il n'a pas besoin de cotation, il sait très bien, il est assez grand. Vous avez assez d'arbitres ici en Belgique ? Alors, j'aimerais avoir plus d'arbitres dans le secteur professionnel, ça je vous le cache pas, on y travaille. C'est attractif, c'est assez attractif aujourd'hui ? Pour recruter des jeunes, on ne parle pas directement du niveau professionnel, mais pour les attirer ? J'ai envie de vous renvoyer la balle. C'est aussi votre travail de rendre cette fonction attractive. Je pense qu'elle est attractive parce qu'elle permet de découvrir des choses magnifiques, d'évoluer à un niveau qu'on n'a jamais connu en tant que joueur, et de vivre des passions fantastiques. Mais quand certains arbitres, Bertrand Layec, vont par exemple arbitrer en P3, en P4 et ne se sentent pas en sécurité, est-ce que le travail ne doit pas commencer là aussi ? Bien sûr. Mais vous savez que les moyens, d'abord, on les met pour le haut niveau. Il n'y en a pas beaucoup pour le bas niveau, certes. Mais ça, après, c'est un problème de société, vous savez. Je pense que le policier, aujourd'hui, il n'est pas spécialement apprécié dans la société en général. Et c'est pareil, l'arbitre, c'est un homme de loi. Donc, automatiquement, qui dit homme de loi, dit critiqué, qui dit manque de respect. C'est un problème sociétal, c'est pas uniquement un problème sportif. Alors c'est vrai qu'il faut créer des vocations, il faut faire naître des vocations. C'est pour ça qu'on communique beaucoup autour de l'image positive, et vous parlez tout à l'heure de Vicky, c'est une image positive qui doit attirer des vocations. Moi je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui ont un profil pour devenir arbitre. Je suis convaincu, plus que convaincu, je suis très impliqué dans le foot amateur également, dans l'arbitrage amateur aussi un peu dans mon pays, et je trouve que je suis convaincu qu'il y a plein de choses à découvrir dans l'arbitrage. Pas spécialement au plus haut niveau, mais dans l'arbitrage en général, parce que je ne serais pas la personne que je suis si je n'avais pas connu l'arbitrage. Je n'aurais pas la personnalité que je suis si je n'avais pas connu l'arbitrage. C'est une école de la vie, au sens noble du terme, j'en suis plus que convaincu. Et ça donne des ouvertures, pas uniquement dans le sport, également dans la société en général. Il avait été question d'aller chercher des anciens joueurs pour en faire... C'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité. On n'a pas beaucoup de candidats, je vous rassure. Qui est le plus proche de peut-être y arriver au final ? Écoutez, pour le moment, on attend toujours. On a ouvert la porte. Il y a un chemin particulier et rapide qui est prévu des 2 ailes jusqu'au foot professionnel. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Mais il n'y a pas un nom de quelqu'un qui y participe et qu'on pourrait voir débarquer Pas à ce jour, pas dans l'immédiat, hélas. Mais je l'attends de pied ferme. Qu'est-ce qu'un bon arbitre, pour donner peut-être envie à nos... Waouh, il me reste combien de temps ? Allez, on va le faire un peu... 15 secondes très exactement. C'est après, j'ai encore une dernière question. Un bon arbitre, pour moi, c'est quelqu'un qui est passionné de football. On ne peut pas être bon arbitre si on n'est pas passionné de football. On aime le football. On est aussi passionné par la prise de décision, par la capacité à prendre une décision. On a une certaine personnalité, il faut un certain profil quand même. Mais voilà, fondamentalement, on est passionné de football. Moi, je suis un passionné de football, je suis un passionné de l'AS Saint-Etienne. Quand j'avais 10 ans, j'ai sauté sur mon canapé et j'ai gardé cette fibre-là. Je pense que tous les arbitres sont passionnés de football. Tous. C'est pas des gens qui viennent à l'arbitrage en disant ouais, je vais faire arbitre et on verra bien. C'est d'abord des passionnés de football. Ils sautent sur leur canapé quand l'équipe de Belgique a des super résultats, comme moi quand l'équipe de France a des super résultats, comme aussi l'équipe de Belgique a des super résultats, je saute aussi sur mon canapé parce que j'aime le foot, on aime tous le foot et je crois que c'est une des qualités premières d'un arbitre.
Je pense que tu avais des petites questions un peu marrantes pour Bertrand, sur des anecdotes, sur des matchs, le meilleur match. Et moi, c'est vrai qu'on préparait, on se dit, mais tiens, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'arbitrage, on a le grand patron avec nous. C'est ça. Le moment le plus gênant que vous avez dû assumer en tant qu'arbitre, Bertrand, c'est lequel? Waouh. Le moment le plus gênant. Il y en a eu tant que ça? Non, je cherche. Il y en a peut-être pas eu. Non, moi j'ai eu des moments très sympas. Je prends l'exemple de la finale. Vous parliez tout à l'heure de la finale de la Coupe de France en 2003 où j'exclus Hugo Léal à la 63e minute pour une faute, une mauvaise faute. Et donc Paris mène à 0 et puis dans le dernier quart d'heure s'écroule et Auxerre gagne la Coupe 2. Et je me rappelle dans le vestiaire, la sortie était pas simple parce qu'on était à Paris, on était au Stade de France et je me rappelle Luis Fernandez rentrer dans le vestiaire et vouloir tout casser quoi. Alors que je connais bien Louis, on se tutoie. Et puis, il tape sur la table et il ressort du vestiaire. Puis 2 minutes après, il revient et puis il tape dans la main. Il dit « Excuse-moi, Bertrand, je me suis emporté. » Bon, il était dur comme un mouton rouge. Mais bon, voilà. Moi, j'aime bien cette relation avec les gens. J'ai plein de petites anecdotes comme ça. Mais bon, voilà, ça m'intéresse. Voilà, c'est pas très intéressant. Je pense qu'il faut vivre avec son temps. J'aime pas parler du passé parce que la page est tournée, parlons de la génération. On se projette sur le futur, qui a l'air radieux, ce faut dire. Oui, moi je pense que je suis assez optimiste pour la Belgique, sincèrement, pour l'arbitrage belge. Il faut rester sur nos principes. 1, l'indépendance, ça c'est important. 2, la cohérence. Et 3, communiquer. Si on arrive en permanence à optimiser et à renforcer ces 3 piliers qui sont pour moi les piliers fondateurs d'un département de l'arbitrage, j'ai envie de dire, il peut rien nous arriver, on fera toujours des erreurs, mais on sera en sécurité. Et c'est ça le plus important, on sera en sécurité. Il faut plus revivre ce qu'on a vécu en 2018. Il faut vraiment être très vigilant par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, et c'est la qualité première aujourd'hui de Peter Bosser qui m'a nommé il y a 4 ans et demi. Je pense que c'est sa grande qualité d'avoir une vision de stabilité par rapport à ça, en nommant dernièrement Herbert Fendel en tant que président. Donc on a aujourd'hui une stabilité autour de l'arbitrage qui nous permet de travailler sereinement. Sincèrement, s'il y a un mot, un feeling qui ressort, c'est la sérénité. Je pense qu'on est serein, on a des lundis un peu difficiles, je vous cache pas. Parfois, c'est un peu compliqué après 1 ou 2 journées de matchs difficiles. Mais on est serein. On sait que on peut faire des erreurs. On fera toujours des erreurs. J'en ai fait, j'en ferai encore. Mais je pense qu'il y a une certaine sérénité au département de l'arbitrage aujourd'hui. Et donc Stéphanie, Franck, Dieter et vous êtes sur la même longueur d'onde? Oui, c'est une question. Je suis toujours un peu surpris qu'on me pose cette question-là. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de. Franchement, voilà. Vous avez peut-être des choses à m'annoncer? Non, pas du tout. Je posais la question comme ça. C'était pour clôturer. Je sais pas si tu veux ajouter. J'avais une toute dernière question aussi, puisque c'est vrai qu'on avait lancé les petites questions à nos fans. Dans combien de temps, jours ou mois ou années, les supporters dans les stades auront la décision et la clarté sur les écrans géants du stade, Bertrand Layec? Il faut déjà que tous les stades soient équipés d'écrans. C'est une bonne réponse. Mais dans la grande majorité des cas, l'idéal pour vous, ce serait, vous allez me dire demain. Bah oui, bien sûr, le plus tôt possible. Après, c'est pas ma décision, ça dépend pas de moi. Mais avant cela, il y a peut-être des moyens plus courts pour y arriver. Super, on a hâte de voir en tout cas. Oui. Merci beaucoup Bertrand Layec. Écoutez, c'est extrêmement intéressant. Vous revenez quand vous voulez. Voilà, sincèrement, la porte est ouverte. Je pense que c'est une première en Belgique. Écoutez, je suis honoré d'avoir participé à cette première. C'est réciproque. Et c'était un grand plaisir de pouvoir... Je trouve que c'était très court d'ailleurs, déjà 55 minutes. C'est passé, mais même plus, c'est passé à une vitesse. Et écoutez, c'est un grand plaisir et de pouvoir mettre sur la table tout ce que vous voulez entendre, il n'y a aucun souci, ça sera toujours avec plaisir. Et puis c'est ensemble qu'on améliorera le football, exactement. Les spectateurs aussi. Exactement, je pense qu'ils seront très heureux de cet entretien. Merci beaucoup Jérémy. Avec plaisir. On se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Avec plaisir aussi. Et on se voit très vite pour un nouvel épisode d'Eleven Insiders.